Le chapitre 18, c'est le moment où malheureusement, ben voilà, Bilbo qui était inconscient par terre finit par être retrouvé. Il est amené au chevet de Thorin qui malheureusement est sur son lit de mort. Voilà, Thorin peut parler un petit peu à Bilbo avant de mourir. Bilbo apprend ce qui s'est passé pendant la bataille, notamment l'arrivée de Beorn. Comment voilà, les aigles qui étaient présents, etc. Comment Beorn a rattrapé le corps de Thorin pour le mettre à l'abri, etc. Merci Gogetas. En gros, si tu veux, Finarfin of Valinor, j'ai un texte et je raconte en même temps. Donc en fait, je lis mais je vous raconte en même temps et je rajoute des trucs en même temps que je vous parle. Voilà. Donc en fait, j'ai un support d'analyse que j'étoffe là en vous parlant. Je rajoute des trucs, etc. Ah oui? Ah bah c'est cool. C'est cool si vous aimez bien ce format. En tout cas, moi dans tous les cas, je regretterai jamais d'avoir fait ce format, étant donné que ça me permet de relire le Hobbit, chose que je n'arrivais pas à faire depuis des mois. Et le fait de faire cette analyse me fait trop plaisir. En plus, je vous dis pas, hein, la fierté d'avoir quasiment terminé. Parce que j'étais pas sûre en lançant le truc que j'irais jusqu'à la fin. Je m'étais dit on verra. On verra comment ça se passe, si ça suit, si vous aimez bien, etc. On verra comment ça se passe. Et en fait, bah, force est de constater que bah, finalement, ça se passe bien. J'ai l'impression. Tant mieux. Et hello Cosmos Batok, comment vas-tu? Je suis très contente de ce format-là finalement. Voilà. C'est vrai que les Hobbits m'enchantent moins que les autres. Bah ouais, moi clairement Finarfin, le Hobbit, c'est pour ça que j'arrivais pas à le relire. Le relire pour moi toute seule, j'y arrivais pas. Ça faisait des mois que je disais qu'il fallait que je le relise. Genre depuis décembre, je pense que je disais que je devais le relire. Et donc voilà. Et pas de tester sur la Terre du Milieu, Faucera est plus forte que vous sur le sujet de Tolkien à la Terre du Milieu. Tu sais, Gogetas, il y a encore plein de choses à apprendre. J'ai encore plein de choses à apprendre. Et c'est ça qui est d'autant plus fascinant, c'est qu'il se passe pas un jour sans que j'apprenne quelque chose. Donc voilà. Et c'est ça qui est magique, c'est que je vous transmets, mais en plus, bah, je me nourris moi-même en cherchant, en cultivant ma passion et en vous la partageant. En gros, je fais grandir la flamme de ma bougie pour illuminer toutes les petites bougies que vous êtes. Voilà. Voilà. Je perds rien de ma lumière en la transmettant. Tu connais la chaîne YouTube anglophone Ink and Fantasy? Oui. J'ai déjà regardé des vidéos. J'ai déjà regardé une vidéo de Ink and Fantasy. Je t'avoue que pour le moment, je ne regarde plus beaucoup de vidéos YouTube de Tolkien. À une époque, j'en consommais beaucoup, mais je t'avoue que pour le moment, je n'en regarde plus. En fait, depuis que je fais les lives, je n'en consomme quasiment plus. Depuis que je fais les lives réguliers, parce que ça fait beaucoup de Tolkien dans ma vie. Enflammer les petites bougies même. Bah en fait, tu vois, Féanor, la bougie, elle perd rien de sa lumière en la transmettant à une autre. Elle ne perd rien. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Je ne perds rien en transmettant la lumière de ma bougie. Le Hobbit est écrit comme une comptine, elle est dédiée aux enfants avant tout. Ben oui et non, tu vois, Shilzam. C'est quand même vachement... Trouver que le Hobbit est juste un conte pour enfants, pour moi, c'est... Vu l'analyse qu'on en fait, je campe sur ma position que ce n'est pas qu'un livre pour enfants. C'était déjà ma position avant cette relecture ici et ces analyses-là. Et je confirme que ça ne change pas. Bref, on va passer donc au chapitre 18, niveau analyse. Allez, c'est reparti.
Donc comme je vous disais, là la bataille des 5 armées est passée. Bilbo a été donc assommé. Là il est retrouvé, conduit au chevet de Thorin qui est en train de décéder. Et il apprend donc ce qui se passe pendant la bataille des 5 armées. Il peut avoir une partie du trésor, c'est le moment des adieux avec différentes personnes. Voilà, différents personnages. Et puis, ben voilà, ça va être le début du voyage de retour. Alors, rappelez-vous, la tentative de Bilbo d'acheter la paix et la tranquillité s'était révélée un échec. Non, c'est pas qu'il en a trop mis. C'est juste que c'est pas que un livre pour enfants, c'est tout. Ses intentions à Bilbo étaient bonnes et l'acte de sacrifice qu'il allait faire était admirable. Parce que Bilbo a placé le bien d'autrui au-dessus de son propre intérêt et de son désir personnel pour la pierre arcane. Parce que, dites-vous qu'au départ, Bilbo l'avait trouvé en se disant « ça va être ma part ». Puis finalement, là, il l'a carrément donné. Même si, on l'a vu, hein, il avait un regard de désir sur la pierre quand il la donne à Bard. Donc vraiment, en fait, Bilbo, là, agissait en opposition directe avec la maladie, le mal du dragon, qui affectait tout le monde. Rétrospectivement, Bilbo estime avoir gâché l'affaire de la pierre. Lorsque la cupidité et la suspicion étaient les facteurs menaçants de la paix au départ, tenter d'utiliser le désir obsessionnel de Thorin pour la pierre arcane, afin de parvenir à la réconciliation, ça avait peu de chances de réussir. Il est difficile d'imaginer comment le plan de Bilbo aurait pu conduire à l'harmonie et à la bonne volonté. En fait, il n'a fait qu'accroître les enjeux. En fait, finalement, la seule chose qui a pu sortir tout le monde de cet état d'esprit de mal du dragon, là, c'est une crise. Une crise qui va les forcer à revoir leur point de vue, tout simplement. On a l'attaque des orques qui leur rappelle ce qu'ils avaient en commun et ce qu'ils risquaient de perdre s'ils ne coopéraient pas. Donc, en fait, un trésor, ça peut être une bonne chose, mais il y a des choses encore plus importantes qu'un trésor. Dans ses excuses à Bilbo juste avant de mourir, Thorin admet que lui-même a changé de point de vue. Parce que justement, Thorin va mourir, il le sait, et qu'il laisse derrière lui alors tout l'or et tout l'argent. Et qu'il va aller dans un endroit où l'or et l'argent n'ont pas de valeur. Et là, Thorin lui dit « Je souhaite me séparer de toi en toute amitié ». En fait, les paroles de Thorin suggèrent que son refus de l'or est uniquement dû à sa mort imminente. Mais on peut aussi voir, si vous le souhaitez, bien évidemment, une sorte d'autodérision de sa part, d'une reconnaissance de sa honte face à son comportement odieux qu'il a eu. Ses choix durant la bataille, cependant, montrent que son changement d'avis ne s'est pas juste produit sur son lit de mort, comme on l'a vu. Hein. La destruction du mur par Thorin, ça a été un moment symboliquement fort entre Thorin et l'extérieur et le reste du monde. Thorin n'allait plus jamais se laisser couper du monde par sa possessivité paranoïaque par rapport au trésor. Le cri de ralliement de Thorin pendant la bataille, quand il dit « à moi » et que les hommes et les elfes et les nains viennent à lui, est d'autant plus poétique finalement. Parce que derrière le mur, Thorin pensait à lui-même et à ses droits tout seul. Finalement, quand il abat le mur, il se place à nouveau au centre de l'attention et il demande à tout le monde de se ruer vers lui, tout simplement. Et sous sa direction, finalement, c'est comme si son égocentrisme s'était transformé en sacrifice. Et ce changement fait chez Thorin, il est fortement visible. Avec cette réconciliation justement avec Bilbo qui constitue l'élément essentiel du dernier échange entre Thorin et Bilbo. Parce que Thorin s'était quand même montré assez hautain et supérieur envers Bilbo hein, tout au long de l'aventure. Du moins jusqu'à l'évasion de la forêt noire. On a quand même à certains moments, hein, vous savez, un Thorin qui est capable de prendre ce ton très solennel. Et finalement, ici, on a une bénédiction finale de la part de Thorin
où il offre à Bilbo non seulement de l'amitié, mais aussi un profond respect. Il y a en toi plus de bonté que tu ne le penses, enfant de l'Ouest bienveillant, quoi. Sa déclaration renverse magnifiquement leur relation. Thorin, finalement, ici, montre à Bilbo qu'il l'estime plus que lui-même. Et les sentiments de Bilbo, ils transparaissent dans des larmes, tout simplement. Maintenant, la guérison de la maladie du dragon, elle est désormais aussi répandue que la maladie elle-même, finalement. Lorsque Dain devient roi à la place de Thorin, bah en fait, Dain se met rapidement à vivre selon l'ancien idéal du roi sous la montagne. Roak, le corbeau, avait dit à Thorin qu'il souhaite le retour de la paix, et il admet que cela pourrait vous coûter cher en or. Et en fait, Roak ne faisait pas référence aux pots de vin, ni à des achats avec des prix exorbitants, mais en fait juste à des cadeaux. Dain distribue directement des importantes sommes d'argent pour récompenser ses amis, pour consolider le soutien de ses alliés. Il couronne d'or. Il couronne d'or le chef des aigles et jure amitié éternelle. Il gagne le soutien des disciples et des proches de Thorin en grande partie parce qu'il a bien géré son trésor. En fait, là, ce que Dain est en train de faire, c'est un usage légitime de l'or pour un roi. Les dragons, ils amassent leur or dans un tas stérile et s'y installent et ne permettent à personne, pas même eux-mêmes, d'en tirer profit. La volonté de Thorin de s'asseoir sur un tas d'or et de mourir de faim s'inscrit parfaitement dans le modèle du dragon, là. Et au lieu de ça, en fait, Dain nous montre qu'un roi devrait se tenir aux portes, les mains riches en pierres précieuses et en or. Un vers du nouveau chant des nains ici qui résonne avec Dain sur le trône. On a les elfes de la forêt noire ici, de Mirkwood ou Grande Peur, qui rentrent chez eux dans un état d'esprit qui est bien différent de quand ils sont arrivés. Le roi des elfes ne reçoit pas le trésor considérablement accru qu'il espérait. Hein. Rappelez-vous, le roi des elfes avait envie d'avoir des trésors pour, si vous voulez, accroître sa légitimité d'une certaine façon. Mais les elfes, là, vont recevoir quelque chose de bien plus substantiel. En fait, il est dit dans le livre que le dragon était mort, les gobelins renversés et leur cœur pouvait espérer, après l'hiver, un printemps de joie. En fait, l'armée qui était partie assouvir sa cupidité a suivi avidement par des volées de corbeaux, parce que oui, quand les... Ça, dans les bouquins, c'est terrible. Quand les elfes arrivent, il y a plein de corbeaux qui volent autour des elfes. Finalement, en fait, les elfes ici, qui étaient avec des sortes d'oiseaux de mauvais augure, hein, on pourrait penser ça, là, vont revenir avec des chants et joie vers une paix et une sécurité qui étaient assez inattendues. En fait, les paroles du roi des elfes lors de son départ se révèlent un peu ironiques. Il dit « c'est un vent mauvais qui ne porte bonheur à personne ». Et en fait, il faisait allusion probablement à la mort de Thorin. Et il exprimait aussi sa propre intention hein, de profiter de la mort de Thorin et de Smaug pour s'enrichir hein, grâce au trésor. Et en fait, il va s'avérer que la Providence va jouer un peu en sa faveur. S'il n'était pas parti avec son armée, lui et ses forces n'auraient pas été disponibles lors de l'attaque des orques et des wargs. Mais il s'avéra que sa décision avide finalement et excessivement agressive de marcher en force vers la montagne solitaire n'était pas si mauvaise. Et que finalement, cette décision fait que le monde du Nord serait désormais plus joyeux pour de longs jours. De notre point de vue ici, après la bataille des 5 armées, lorsque le trésor est judicieusement utilisé par Dain et aussi par Bard pour sauver des vies et pour nouer des alliances, le plan qui avait été mis au chapitre 1 hein, initialement hein, à cul-de-sac, c'est un peu ridicule. L'idée que 14 d'entre eux se partagent tout le trésor, richesse, moyens de subsistance de 2 nations entières en 14 parts égales, bah, c'est naïf, hein, c'est plus possible, c'est enfantin, quoi. Et là, finalement, malgré la maturité qu'il acquiert plus tard, Bilbo adhère d'abord à ce plan.
il y est attaché, enfin, il y est tellement attaché qu'il a apparemment emporté sa lettre de contrat avec lui tout au long du voyage pour s'assurer d'obtenir ce qui lui revient. Donc rappelez-vous, quand il va voir Bard et le roi des elfes pour donner Arkenstone, Bilbo sort son contrat. Donc ce truc-là, de partager cet énorme trésor des nations, si vous voulez, des nains, avec une grosse partie des hommes de Dale, Bilbo tient à sa 14e part. Pourtant, c'est clairement pas réaliste. Et bonsoir, Isokasi, coucou. Les expériences de Bilbo lui ont désormais enseigné une nouvelle sagesse. Sa rencontre avec le mal du dragon et les ravages qu'elle a failli causer, enfin que le mal a failli causer, et qui lui donne, si vous voulez, un nouveau regard sur l'argent. Il réalise maintenant qu'il n'aurait pas pu ramener son trésor sans guerre et meurtre tout au long du chemin. Il a déjà confisqué il a déjà enlevé, si vous voulez, pas... Il s'est auto-confisqué ses trésors pour éviter une guerre, et il veut pas en provoquer de nouvelles. Cependant, lorsqu'il parle de guerre et de meurtre, hein, Bilbo, dans le bouquin, il ne pense pas seulement à la protection de son trésor sur la route à travers la nature sauvage, comme on l'a vu. Il pense sans doute à ses voisins à cul-de-sac. En fait, ces derniers jours lui ont clairement montré comment une grosse pile d'or peut briser la paix et motiver des actions totalement désespérées. Ses voisins sont très différents de Thorin et du roi des elfes, mais le chapitre 19, qu'on verra lundi, nous montrera que Bilbo a presque certainement raison de croire qu'il ne serait pas totalement immunisé contre le mal du dragon. Finalement, Bilbo va commencer son voyage de retour. Et le défi, si vous voulez, et le stress de la quête sont terminés. L'évolution touche à sa fin. Et au chapitre 18, on constate en fait qu'il a gagné l'admiration des rois et des dirigeants. Et finalement, on se rend compte par la même occasion que là, Bilbo, il n'aspire qu'à une chose, rentrer chez lui. Il n'aspire qu'à sa propre demeure paisible et tranquille. Donc, en compagnie du roi des elfes et des seigneurs nains, il n'a pas l'air finalement si étrange dans son armure en mithril qui brille. Mais là, plus rien ne peut empêcher Bilbo de quitter ce monde d'aventure. Et bonsoir à ceux qui arrivent. Au chapitre 18, Bilbo échange quelques mots brefs qui nous montrent comment sa propre identité se résout à mesure que ses aventures touchent à leur fin. Notamment au moment où il va dire adieu au roi des elfes. Avant de se séparer du roi des elfes, Bilbo offre un présent au roi des elfes. Et il bégaye debout sur un pied. Et il offre un collier de perles en récompense, si vous voulez, en dédommagement pour l'hospitalité du roi des elfes. Une compensation pour, il dit, avoir bu beaucoup de votre vin et mangé beaucoup de votre pain. Puisque, rappelez-vous, pendant l'épisode où les nains sont enfermés chez le roi des elfes, Bilbo va vivre pendant 2 semaines, plus ou moins 14 jours, avec son anneau au doigt, en volant, en essayant de rester en vie, en volant ce qui pouvait, de la nourriture par-ci, du vin par-là, pour ne pas mourir, pour essayer de trouver un moyen de sortir les nains de la prison. C'est un intrus, exactement. Donc en fait, Bilbo ne se contente pas là d'offrir un paiement. Si telle était son intention, il dispose de beaucoup d'or et d'argent en fait pour couvrir le coût de toute la nourriture et des boissons à leur juste valeur marchande. Mais non. Il va offrir au roi des elfes un collier d'argent et de perles, un collier que Dain lui avait offert lors de leurs adieux. Et dans cette situation où une récompense ne semblait ni nécessaire ni attendue, Bilbo non seulement va payer le roi des elfes, mais lui offre également un gage de respect qu'il venait tout juste de recevoir. C'est vrai que ça paraît un petit peu déroutant à première vue, puisque le collier qu'il va offrir, il vient de le recevoir de Dain. Mais en fait, Bilbo offre le collier, non pas en guise de compensation, mais là, c'est vraiment un signe de respect. La relation de Bilbo avec le roi des elfes n'a pas débuté sans heurts. Comme Bilbo le rappelle, il a commencé cette association quand même en infiltrant invisiblement la forteresse du roi des elfes, puis en libérant ses prisonniers.
Et Bilbo se souvient de la situation plutôt inconfortable aussi dans laquelle il est quand il va parlementer avec Bard et le roi des elfes. Il dit « Je connais bien votre roi de vue », avoue-t-il aux sentinelles elfes, même s'il ne me reconnaît peut-être pas à première vue. Bah oui, Bilbo a œuvré contre le roi des elfes, et là, ils sont alliés, mais Bilbo veut quand même se racheter. Il convient de noter que le cadeau de Bilbo est exactement le genre de trésor que le roi des elfes préfère. Il a un faible pour l'argent et les gemmes blanches. Parce que oui, les elfes adorent l'argent, ça leur rappelle la lumière des étoiles. Donc le cadeau de Bilbo n'est pas seulement précieux, mais en plus il est attentionné. Merci pour les follow Joie Témis et KV, merci beaucoup. Donc son témoignage ici de respect envers le roi des elfes ne se traduit pas non plus par un manque de respect envers Dain, ce qui pourrait être le cas. Hein. Pour un lecteur moderne, le fait que Bilbo offre un témoignage d'honneur spécial qu'il vient de recevoir, ça pourrait être vu comme impoli. Mais dans ce contexte-ci, pas forcément. Comme Dain lui-même l'a montré, le bon usage d'un trésor consiste à le donner. Donc en fait, Bilbo offre un cadeau royal à un roi, et comme un roi le ferait. En fait, ce geste est reconnu et accepté par le roi des elfes. Il nomme Bilbo ami des elfes et aussi béni. Et il officialise le lien que le don de Bilbo est encore plus intense, plus important encore, l'intention qu'il sous-tend. Il établit ça, quoi. En fait, dans le cadeau de Bilbo au roi des elfes, nous assistons également à la réconciliation finale de son identité de cambrioleur. Au chapitre 16, Bilbo admet que l'étiquette de cambrioleur lui a été collée, mais qu'il ne s'était jamais senti comme un cambrioleur, senti comme tel. Il a établi une sorte de modèle paradoxal de la profession, le cambrioleur honnête. En allant livrer l'Arkenstone. Il est intéressant de noter ici que Thorin s'adresse à lui de manière très similaire sur son lit de mort, qualifiant de Bilbo de bon voleur. Et lors de la dernière conversation avec le roi des elfes ici, Bilbo est en paix et à l'aise avec cette nouvelle identité. Il ne proteste plus contre le statut de cambrioleur, il ne se repent pas de l'avoir été non plus, mais même un cambrioleur a ses sentiments. Et ceux de Bilbo l'ont guidé vers une heureuse résolution de tout ça, entre son titre professionnel aventureux et puis sa nature qui est assez honnête et bienveillante. Le roi des elfes s'adresse à Bilbo en l'appelant Bilbo le Magnifique, un titre qui véhicule un immense compliment. Donc voilà. Le mot magnifique a plusieurs sens. L'un des sens renvoie à l'apparence, signifiant somptueux, splendide, ou alors voilà, caractérisé par une sorte d'étalage de richesse. Dans ce sens-là, le mot désigne des choses superficielles. Et Bilbo l'a récemment utilisé à 2 reprises. Lorsque Smaug se montre absolument vaniteux à propos de son ventre orné de bijoux, Bilbo l'appelle « votre magnificence », avec une pointe de sarcasme. Et lorsque le ventre de Bilbo scintille sous la côte de Mithril, il dit « je me sens magnifique », avec une pointe d'autodérision, puisqu'il ajoute « je m'attends à avoir l'air plutôt absurde ». Mais il existe un sens et plus solennel du mot magnifique, qui signifie glorieux ou exalté, et qui fait là non pas référence aux apparences, mais au caractère de la personne. Faire preuve de magnificence, si vous voulez, dans ce sens, revenait à incarner toutes les vertus jugées dignes d'un roi ou d'un noble. Et Bilbo, là, vraiment, rejoint finalement plus ça. Parce que lorsque le roi des elfes l'applique à Bilbo, le terme se transforme et il reconnaît la valeur du caractère du Bilbo, ainsi que la générosité et la grâce de ses actions. Donc quand il dit Bilbo le magnifique, c'est clairement pas le magnifique en apparence, mais le magnifique en personnalité, quoi, en vertu. Et sur son lit de mort, Thorin reconnaît également la véritable valeur de Bilbo, affirmant qu'il possède un certain courage et une certaine sagesse mêlée avec mesure. Si davantage d'entre nous
valorisait la nourriture, hein, la joie et les champs plutôt que l'or amassé, le monde serait bien plus joyeux. C'est une des citations les plus connues, je pense, du Hobbit, ce passage-là. Les priorités de Bilbo étaient certainement louables, comme l'a clairement démontré sa reddition de la pierre arcane. Et lorsque Thorin s'est précipité hors de sa porte pendant la bataille, s'exposant aux attaques et exposant aussi son trésor au pillage, il a en quelque sorte, si vous voulez, embrassé les priorités que Bilbo met en avant. La déclaration de Thorin, cependant, rappelle le contraste apparent entre les 8 derniers chapitres, ici, mais qui transparaît discrètement tout le long du livre. Le contraste entre la montagne, seule dans son désert, et la colline qui attend tout au fond de l'ouest, bienveillant. Thorin avait toujours été concentré sur la montagne et l'or qu'elle contenait, et Bilbo, lui, avait toujours regardé en arrière vers sa colline et son foyer. Et là, on a un changement qui s'est opéré un petit peu en cours de route. Au début, le désir de Bilbo pour Cul-de-sac, c'était une sorte d'évasion. Il regardait par-dessus son épaule, souhaitant être tiré de cette aventure pénible et retourner chez lui, dans son trou de hobbit sucré confortable. Mais à un moment donné, tout a changé. Son désir pour Cul-de-sac et son retour et son confort n'est pas atténué, mais il n'est plus question de faire demi-tour. La colline n'était plus le point de départ qu'il aurait souhaité ne jamais avoir quitté. Elle était devenue le point d'arrivée qu'il s'efforçait d'atteindre. En fait, l'amour de Bilbo pour la nourriture et la bonne humeur ne le pousse plus à rejeter l'aventure comme au chapitre 1. Et récemment, il lui a donné la détermination de le mener à bien. Et les expériences qu'il a vécues en chemin ont enrichi tout ça. Non seulement il aime la nourriture et la joie et les rires encore plus qu'avant, mais là, il a développé un goût pour la chanson qui ne faisait pas partie de sa vie à Cul-de-sac. Et ce mélange de traits est l'autre chose que Thorin loue. Le mélange de courage et de sagesse dans le personnage. Puisque nous suivons l'interaction entre les éléments, vous savez, Bilbo, il est toujours fait de ce côté Saké-Besak et son côté Touk. Et depuis le début, on voit l'interaction entre ces deux parties, l'existence de facteurs qui sont très contrastés dans son caractère, ici. En fait, ce que Thorin perçoit chez Bilbo, ici au terme de sa quête, c'est que les deux sont mêlés avec mesure. Le courage et la sagesse décrivent correctement son côté Touk et son côté Besak, respectivement, mais seulement lorsqu'ils sont combinés. Isolément, aucun des deux ne le guide dans la bonne direction. En soi, son côté Touk, son côté très courageux pour l'aventure, se traduit par l'imprudence et l'arrogance. Laissé à lui-même, son côté Saké ou Besak le conduit à la paresse, à la timidité, à être plus craintif. Au chapitre 1, Bilbo mettait les pieds dans le plat sous l'influence de son côté Touk, où il tremblait comme une feuille là, dans son foyer, lorsque son côté Besak intérieur était aux commandes. Mais combiné dans une certaine mesure, ces perspectives différentes mais complémentaires lui confèrent courage toukien et sagesse Saké, voilà, ou besacienne. Au terme de son voyage, nous constatons que ni le clan Touk ni le clan Besak n'a gagné. Les deux sont réconciliés et en parfaite harmonie. Il a le meilleur des deux mondes. L'aisance avec laquelle Bilbo habite désormais ces deux mondes, qui se sont réunis si soudainement et de manière si troublante, est magnifiquement illustrée par ses adieux à ses compagnons nains survivants. Au moment de leur départ, en fait, Bilbo et ses amis vont échanger des invitations. Et il dit, si jamais vous nous rendez visite, lorsque nos palais seront à nouveau magnifiques, disent-ils, alors le festin sera visiblement, véritablement splendide. Et là, en fait, Bilbo, il est désormais chez lui dans ce monde, invité d'honneur d'un somptueux banquet dans un palais étincelant, restauré d'un nouveau roi sous la montagne. Et Bilbo va répondre, si jamais vous passez par ici, ne tardez pas à frapper, le thé est à 4 heures, mais vous êtes tous les bienvenus. Et Bilbo a peut-être une invitation permanente dans un monde qui est noble et élevé, un monde de royauté, mais si vous le cherchez, vous le trouverez en train de prendre son thé et ses gâteaux dans son trou de hobbit, quoi. Il y a cependant quand même une vie notable dans sa vie
quotidienne de Hobbit, Bilbo espère maintenant des fêtes inattendues. Si des nains non invités se présentent à nouveau à sa porte, à tout moment, ils seront les bienvenus. Ils n'auront même pas besoin de frapper, en fait. La colline et la montagne se situent peut-être à l'opposé sur la carte, hein, dans le voyage de Bilbo, mais elles ne sont plus, si vous voulez, incompatibles dans le cœur de Bilbo. Sur le chemin de retour, Bilbo accompagne Beorn et passe plusieurs mois chez lui. La période de Noël était chaude et joyeuse, et lorsque Bilbo part, il le fait à regret car les fleurs des jardins de Beorn n'étaient pas moins merveilleuses au printemps qu'en plein été. En fait, le séjour que Bilbo va faire chez Beorn est un rappel de la nouvelle perspective de Bilbo. À l'allée, la maison de Beorn pour lui était confortable, mais très étrange, voire inquiétante et dangereuse. Même Beorn était, vous savez, avait ce côté sauvage. Et Bilbo, il accordait plus d'attention aux ours gardiens de la maison qu'à la sécurité qu'il lui procurait. Et il passait son temps à s'inquiéter des énormes et un peu féroces abeilles, finalement, qu'à admirer les fleurs qu'il y avait. Beorn et sa maison étaient toujours à moitié humains, moitié animaux, moitié domestiqués, moitié sauvages, vous voyez. En fait, sur le chemin du retour, Bilbo y trouve une paix profonde dans ce lieu où il était clairement pas rassuré à l'aller. Et bien sûr, Beorn a évolué. L'histoire de Beorn, elle est fascinante, hein, d'autant plus captivante que chaque détail se déroule en coulisses et ne nous parvient que par le biais de rumeurs ou de résumés. Parce que Gandalf croit que Beorn est originaire des montagnes, car il a entendu dire un jour, en regardant la lune se coucher vers les monts brumeux, que le jour viendra où ils périront et je reviendrai. Donc on comprend alors que la présence des gobelins, donc des orques, a empêché son retour tant espéré, alimentant sa haine profonde à leur égard. Mais Beorn arrive pendant la bataille des 5 armées, une sorte d'arrivée dramatique qui constitue un point culminant de l'histoire de Beorn et aussi de la montagne solitaire. Parce que lorsque Beorn, devenu presque géant dans sa colère, fonce sur les armées orques comme une catastrophe naturelle, il disperse la garde de Bolg, donc le fils d'Azog, et écrase Bolg. Il l'écrase. Donc en fait, Beorn, non seulement met fin à la bataille, mais il élimine la menace orque des monts brumeux. Donc en fait, même Beorn a une résolution à lui. Donc en fait, au lieu d'y retourner sous sa forme d'ours, cependant Beorn change apparemment d'avis et prend la direction opposée, appelant les hommes des bois à le rejoindre de tous côtés. Il devient ensuite un grand chef dans ces régions et règne sur un vaste territoire entre les montagnes et la forêt. Pourquoi Beorn a-t-il abandonné son refuge reclus parmi les animaux et son désir de retourner dans les montagnes pour s'établir au cœur d'un nouveau royaume humain? Nous ne le saurons jamais. Ça aurait été trop cool d'avoir plus d'informations, n'est-ce pas, Tolkien? Mais sachez qu'à l'époque du Seigneur des Anneaux, c'est le fils de Beorn, qui s'appelle Grim Beorn, qui est chef des Béornines. Merci beaucoup, Kasana, pour le raid. Merci beaucoup, c'est tellement gentil. On est en pleine analyse du chapitre 18. On approche de la fin, mais installez-vous. Finalement, Bilbo a acquis une bien plus grande appréciation du monde vaste sur lequel il a une telle influence et dont sa propre petite demeure n'est qu'une infime partie. Il exprime d'abord cette appréciation non pas à proprement parler dans une chanson, mais dans un langage hautement poétique alors qu'il escalade les monts brumeux sur le chemin du retour. Donc, à l'aller, il se retourna depuis les pentes des montagnes et ne put que penser, quelque part au loin, là où les choses étaient bleues et pâles, se trouvait son petit trou de hobbit. Il ne pensait guère au vaste monde qui l'entourait, et finalement, là, sur le chemin du retour, lorsqu'il se retourne et il regarde vers l'est, donc le côté opposé, par-dessus la nature, il embrasse du regard le pays tout entier, apercevant la forêt de grande peur s'étendre sous lui, et puis la montagne solitaire couronnée de neige. Et il dit « Ainsi vient la neige après le feu, et même les dragons ont leur faim. » L'opposition de la neige et du feu pourrait nous rappeler
la manière dont Tolkien, au chapitre 14, considérait le combat entre Smaug et Esgaroth, donc la ville, comme un affrontement élémentaire feu-eau, dont la fin était inéluctable. Mais ici, la perspective de Bilbo, elle peut être encore plus large. En opposant le feu à la neige, il perçoit l'histoire dans laquelle il est impliqué comme un processus immense et inévitable, tel le changement des saisons. Smaug se croyait peut-être invincible et régnait sur la montagne et le lac pour des siècles, mais en fait, il avait tort. Même les dragons ont leur fin, tout comme la chaleur estivale finit par être adoucie par l'hiver et le printemps revient juste après. L'histoire de Bilbo, celle de la famille de Thorin, de tous ces revers de fortune, de cette chance, cette malchance, ainsi que celle de la longue et légendaire carrière de Smaug, le puissant, prennent toutes leur place dans un récit beaucoup plus vaste et qui se déroule à travers les terres et les âges, tandis que la lune défile toujours au-dessus de nos têtes et que les étoiles brillent au-dessus de tout, comme des braises dans un ciel nocturne. C'est fini pour le chapitre 18. Et voilà. Rendez-vous pour l'analyse du dernier chapitre du Hobbit. Ce sera terminé juste après. Je vous ferai la petite histoire éditoriale du Hobbit, parce que ça, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire de l'écriture du Hobbit.